Bienvenue dans cette masterclass donc, de droit des obligations. C'est donc une suite de la première vidéo sur la responsabilité objective. Donc, dans la première vidéo, je prends le temps d'expliquer l'objectivation de la faute et l'un des régimes sans faute, le plus gros, donc les produits défectueux. Dans celle-ci, je vais m'attarder donc sur la responsabilité du fait des bâtiments en ruine, qui est donc consacrée à l'article 1386 du Code civil. Il mentionne donc que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. Et en fait, avant, donc le régime de responsabilité du fait des bâtiments en ruine, il reposait sur une idée de faute. C'est vraiment à l'heure actuelle qu'ils vont voir cette règle de responsabilité objective. Il est important de ne pas confondre 1386 et 1384 alinéa 1er. Une fois que les conditions de 1386 sont réunies, on ne peut plus avoir de recours sur base de 1384 alinéa 1er. Cet article sera donc exclu. Et l'état du bâtiment, en fait, il va apparaître comme un élément décisif dans la détermination de ce régime. Une fois donc que le bâtiment en ruine est noté, de toute façon, dès qu'il faut un bâtiment. Et ensuite, la deuxième condition, c'est donc le bâtiment en ruine. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller donc sur 1384 alinéa 1er, même dans le cas où il n'y a pas de propriétaire d'une chose dans 1384. Et donc, les conditions sont donc le propriétaire, le bâtiment en ruine, et la ruine doit résulter d'un défaut d'entretien ou de construction. Tout d'abord, donc, cette première condition, c'est donc le propriétaire. Donc, contrairement aux articles 1384 alinéa 1er et 1385 du Code civil, c'est le propriétaire qualitatca qui voit donc sa responsabilité engagée par les dommages causés donc, par la ruine de son bâtiment. S'il y a des copropriétaires, ils seront donc tenus in solidum. En ce qui concerne par contre le gardien, l'usufruitier, le locataire ou alors l'occupant, ils ne sont donc pas visés par 1386. Quant aux bâtiments en construction, ils appartiennent, donc, sauf s'il y a des dispositions légales ou alors des stipulations contractuelles contraires, au propriétaire du terrain et non pas à l'entrepreneur, même s'ils ne sont pas achevés ou réceptionnés. 1386, en fait, il est applicable dans cette hypothèse-là, et alors l'éventuelle responsabilité de plein droit est donc assumée par le propriétaire du terrain. Le propriétaire, il va demeurer responsable, même si le défaut d'entretien ou alors le vice de construction ne lui est pas imputable, dans le cas où, notamment, il n'a donc pas la capacité de discernement donc pour les enfants, les démons, etc. La seconde condition, c'est donc ce bâtiment. Et donc le législateur, il ne va pas définir la notion de bâtiment, mais par contre, on va le prendre au sens usuel du terme, c'est-à-dire donc toute forme de construction immeuble élevée par l'homme à l'aide de matériaux unis au sol de manière durable. Et donc seront considérés comme des bâtiments, des maisons, des ponts, des murs, des monuments, des hangars, les digues d'une voie navigable, des stèles funéraires ou alors donc comme on l'a dit, des bâtiments en construction. Par contre, ne rentrent pas dans cette définition des terrains qui sont non bâtis, des rochers, des grottes, des arbres, des caravanes, des baraques de chantier qui sont donc non fixés au sol de façon durable ou alors encore des podiums de location. Les bâtiments en construction, ils peuvent donc être assimilés à des bâtiments dès l'instant où certains matériaux sont déjà fixés au sol de manière durable. C'est vraiment la condition sine qua non, c'est le fait qu'ils soient au sol de manière durable. En outre, si la plupart du temps donc, les bâtiments se trouvent à la surface du sol, il n'empêche qu'ils peuvent également être édifiés en sous-sol. Donc c'est le cas des caves, des citernes ou alors des puits de mine. Par contre, s'ils ne sont donc pas fixés au sol, ni alors au bâtiment auquel ils sont liés, ce qui est le cas donc des immeubles par destination, ils ne sont donc pas considérés comme des bâtiments au sens de 1386 du Code civil. En revanche, en ce qui concerne donc les immeubles par incorporation, la jurisprudence et la doctrine, elles ont tendance à les considérer comme des bâtiments parce qu'elles font partie intégrante du bâtiment. Troisièmement, c'est donc ce bâtiment en ruine. Donc, d'après une jurisprudence constante, il y a une ruine du bâtiment lorsque ce dernier se trouve dans un état de délabrement avancé ou de dégradation grave, entraînant donc la chute ou l'effondrement soit de la construction tout entière, soit de matériaux qui en sont donc partie intégrante. La ruine, elle doit donc être d'une certaine importance puisqu'il faut démontrer la chute ou alors l'effondrement d'une des parties significatives du bâtiment, sans que donc la solidité de celui-ci doive être menacée.
Le juge du fond il va disposer à cet égard d'un pouvoir d'appréciation souverain qui va entraîner de facto une jurisprudence divisée. La victime, en fait, elle va devoir établir le lien de causalité entre la ruine du bâtiment et le dommage qu'elle a subi. Comme en matière de responsabilité des animaux, il n'est donc pas nécessaire qu'il y ait un contact direct entre cette ruine et la victime, de même qu'une causalité indirecte est suffisante. La ruine, elle doit donc résulter d'un défaut d'entretien ou alors d'un défaut de construction. Donc, elle va trouver son origine dans ce défaut d'entretien, plutôt ce vice de construction, peu importe donc que celui-ci soit imputable au propriétaire ou alors un tiers. Si la ruine est due à une autre cause, évidemment, 1386 ne va donc pas s'appliquer. Les autres causes, ça peut être par exemple des incendies, des explosions de gaz ou alors la foudre, des forces majeures en général. Et donc, concernant ce défaut d'entretien, la Cour de cassation elle a considéré qu'il peut résulter de la vétusteté dans la mesure où donc le propriétaire du bâtiment a négligé d'en remplacer ces fameux éléments vétustes. Donc, c'est par exemple la chute d'un linteau qui donc résultait de la vétusteté du bâtiment et qui est donc un défaut d'entretien. Il n'est cependant pas toujours évident d'apporter cette preuve positive d'un vice de construction ou alors de ce défaut d'entretien. Et donc, comme pour le vice de la chose, la jurisprudence et la doctrine, elles vont admettre la preuve inductive du vice de construction ou alors du défaut d'entretien. Donc, la victime, elle peut se borner à démontrer que la ruine ne peut s'expliquer que par ce vice, à l'exclusion de toute cause possible. Concernant les effets, c'est donc une responsabilité de plein droit. Dès lors que donc toutes les conditions d'application de la responsabilité sont établies, le propriétaire du bâtiment sera donc responsable de plein droit du dommage causé à autrui par ce dernier. Il ne s'agit donc pas d'une présomption de faute, il ne s'agit pas non plus d'un régime de responsabilité à base de faute, car si la victime doit prouver que la ruine trouve son origine dans un défaut d'entretien ou alors un vice de construction, elle ne prouve donc pas de faute dans le vice ou alors dans le défaut. C'est donc l'originalité de 1386 qui sera de rendre le propriétaire du bâtiment garant du fait d'autrui envers la victime. Si celle-ci doit prouver donc le défaut d'entretien ou alors le vice de construction, la charge de la preuve elle va s'arrêter là. Or, donc le défaut d'entretien ou alors le vice de construction peut donc être imputable à un tiers. Le but poursuivi est donc de permettre à la victime d'agir dans tous les cas contre le propriétaire dans la mesure où elle ne pourra donc généralement pas connaître la personne à qui le défaut ou alors le vice est imputable. Il y a donc ensuite les échappatoires, donc les recours du propriétaire, qui pour échapper à l'obligation de réparer, la personne assignée, elle peut uniquement s'attaquer aux conditions. Elle peut aussi contester le lien causal entre le vice de construction ou alors le défaut d'entretien, ou alors s'attaquer donc à nouveau, contester le lien causal entre la ruine et le dommage. Il y a donc deux sortes de liens causaux. Pour ce faire, elle doit donc apporter la preuve d'une cause étrangère à cette origine de la ruine ou alors du dommage. Il y a trois situations à bien distinguer. On peut invoquer donc une cause étrangère, c'est très pertinent, seulement pour contester donc le lien causal entre la ruine et le vice de construction ou alors le défaut d'entretien. Donc, en effet, si le propriétaire il peut démontrer que le dommage n'a pas été causé par la ruine, mais par une cause étrangère, on voit mal donc que ce moyen soit admis si la ruine donc a été préalablement reconnue, sauf bien entendu erreur flagrante de la victime dans la perception de la cause de son dommage. Dès lors, donc au lieu de renverser le lien causal entre la ruine et le dommage, le propriétaire il va plutôt démontrer qu'il n'y a donc pas eu de ruine dans son bâtiment. Si la victime doit donc prouver le défaut d'entretien ou alors le vice de construction, celle-ci peut toutefois donc être imputable à un tiers ou alors à la victime elle-même. Dans le premier cas, où donc c'est imputable au tiers, le propriétaire il est tenu vis-à-vis de la victime de réparer donc son dommage sur base de 1386. Par contre, si le défaut ou alors le vice est imputable à la victime, 1386 ne sera donc pas applicable. Le propriétaire il va donc disposer aussi d'un recours contre tout tiers qui aurait contribué à cette survenance du dommage. C'est-à-dire que lorsque, outre donc le défaut d'entretien ou alors le vice de construction, un tiers a contribué par sa faute à la ruine du bâtiment. Un tel recours ne peut toutefois aboutir qu'à un partage de responsabilité et donc la victime a la possibilité de postuler à la condamnation in solidum du propriétaire et du tiers. Et donc dans ce petit tableau, je vous reprends vite fait ce que je vous ai expliqué en plus résumé, de manière à ce que vous puissiez bien situer. Et donc, les seuls moyens de défense sont donc
attaquer les conditions, contester le lien causal du vice ou alors du défaut et de la ruine, ou alors contester le lien causal de la ruine et donc du dommage causé donc par la ruine. Donc voilà, j'espère que ce régime, si vous l'aurez bien compris, il n'est pas très compliqué en soi. Il faut juste faire attention donc, à nouveau au niveau du recours du propriétaire. Et sinon, ça reste un régime assez simple. Mais si jamais ça ne l'est pas pour vous, à nouveau, n'hésitez pas donc à revenir vers moi. Bon travail et bon courage.